Dans cette vidéo, nous présentons la structure et le fonctionnement de notre système urinaire d'une manière inédite. Le système urinaire humain est généralement composé de 6 organes, la vessie, l'urètre, les 2 reins et les uretères. Le lobe droit du foie occupant de l'espace, le rein droit est situé plus bas que le gauche. Chaque rein mesure environ 10 cm de long et pèse environ 150 grammes. Les 2 reins sont irrigués par l'aorte. L'une de leurs fonctions étant d'éliminer les toxines du sang, ils reçoivent une part importante du flux sanguin. Plus d'1 litre de sang circule dans les reins chaque minute, ce qui en fait l'un des organes les plus fortement irrigués. Chaque rein contient plusieurs pyramides rénales, dont les papilles débouchent dans la cavité des calices rénaux. L'urine produite s'écoule des papilles de la médula rénale vers l'urtère. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Entre la médullaire rénale et la capsule rénale, chaque rein possède un cortex. Avec la médula rénale, ce cortex forme l'unité appelée parenchyme rénal. Le cortex rénal contient environ 1 million de corpuscules rénaux que nous examinerons plus en détail. Un corpuscule rénal est constitué d'une capsule appelée capsule de Bowman. Cette capsule possède une couche externe et une couche interne de cellules. Sous la couche interne de cellules se trouve un réseau de capillaires dotés de petits pores appelés glomérules. Le sang entre par un gros vaisseau sanguin et sort par un vaisseau fin. Cette structure crée une pression élevée à l'intérieur du glomérule, forçant les petites particules, les molécules et les déchets à passer dans l'espace capsulaire. Les grosses molécules, les cellules et les protéines, quant à elles, sont retenues. Le filtre le plus fin est constitué par les pédicelles des podocytes. Les pédicelles de 2 podocytes adjacents forment une structure imbriquée semblable à une fermeture éclair. Seules les molécules de très petite taille peuvent traverser cette fente de filtration. Sous les podocytes se trouve une autre couche filtrante, appelée membrane basale glomérulaire. Elle ne laisse passer que les particules les plus fines, mais empêche le passage des substances chargées négativement, car elle est elle-même chargée négativement et les repousse donc. La couche filtrante la plus interne est le système capillaire fenêtré. Il est constitué de cellules endothéliales et présente la structure la plus grossière. Un corpuscule rénal, associé à un tubule rénal, forme un néphron. Lorsque le sang traverse le glomérule et y est filtré, comme nous venons de le voir, les substances filtrées passent de l'espace capsulaire au premier segment du tubule rénal, appelé tubule proximal. Le filtrat pénètre ensuite dans le 2e segment, également appelé tubule intermédiaire, et enfin dans le 3e segment, appelé tubule distal. Ces segments ont des fonctions très spécifiques, que nous examinerons plus en détail prochainement. Comme on peut le constater, le tubule distal est très proche du corpuscule rénal auquel il est associé. Nous expliquerons prochainement pourquoi. L'urine s'écoule ensuite dans le tube collecteur, où elle reçoit également l'urine de nombreux autres néphrons. Examinons maintenant plus en détail les différentes parties du tubule. Comme nous l'avons déjà vu, certaines substances sont propulsées des capillaires vers la lumière de la capsule de Bowman. L'ensemble de ces substances est appelé filtrat glomérulaire. Ce filtrat pénètre ensuite dans le tubule proximal. La réabsorption commence dans le tubule proximal, car le glomérule effectue dans un premier temps une filtration très non spécifique, laissant passer dans le tubule de nombreuses substances dont l'organisme a besoin. L'eau,
le glucose, les acides aminés et d'autres substances importantes pour l'organisme sont donc réacheminés vers le sang par le tubule proximal. Pour ce faire, le rein possède des capillaires péritubulaires qui absorbent les substances libérées par le tubule proximal dans la circulation sanguine. Cependant, les capillaires péritubulaires n'absorbent pas seulement des substances, mais, tout comme le glomérule, en libèrent également dans le tubule proximal. Comme nous l'avons déjà vu, le sang pénètre dans le glomérule par une artériole afférente large et en ressort par une artériole efférente plus étroite. Cette différence de diamètre crée une pression hydrostatique élevée dans les capillaires, ce qui force certaines substances à sortir du glomérule. Ce processus est appelé filtration glomérulaire. Dans le tubule proximal, cependant, le transport est principalement assuré par la pression osmotique plutôt que par la pression hydrostatique. Nous l'expliquerons plus en détail prochainement. À l'intérieur, nous pouvons observer le filtrat provenant du glomérule qui circule dans le tubule proximal. Nous observons également les microvillosités, de petites projections cellulaires qui augmentent la surface cellulaire. Ceci permet aux cellules tubulaires d'absorber et de libérer plus efficacement les substances. Les cellules tubulaires ont la capacité de transporter le sodium de l'intérieur du tubule vers l'extérieur. Une part importante des échanges de substances repose sur cette capacité. Les microvillosités contiennent des symporteurs, comme le transporteur sodium-glucose. Un ion sodium peut pénétrer dans la cellule en se liant à ce symporteur. Cette liaison modifie la structure du symporteur, facilitant ainsi la fixation du glucose. Ce n'est qu'alors que les deux substances sont transportées simultanément dans la cellule. Le fonctionnement du symporteur peut être facilement illustré par une animation simple. Lorsque le sodium se fixe, le symporteur change de conformation afin que le glucose puisse s'y fixer. Les deux substances sont alors transportées dans la cellule. Cependant, outre les symporteurs, des antiporteurs sont également actifs dans le tubule proximal. Les antiporteurs transportent simultanément deux substances différentes à travers une membrane dans des directions opposées. Comme mentionné précédemment, le sodium est donc essentiel au rein, car de nombreux processus de transport dépendent directement ou indirectement de lui. Outre le symporteur sodium-glucose, il existe d'autres symporteurs, tels que le symporteur sodium-acides aminés et le symporteur sodium-phosphate. La force motrice du transport du sodium dans la cellule est le gradient de concentration entre le filtrat et les cellules. La lumière du tubule proximal contient de nombreux ions sodium, tandis que les cellules n'en contiennent que quelques-uns. Ceci provoque l'entrée de sodium dans la cellule via des symporteurs et des antiporteurs. À un certain moment, cependant, le gradient de concentration disparaîtrait et les ions sodium ne migreraient plus du filtrat vers l'intérieur de la cellule. C'est pourquoi les cellules possèdent des pompes sodium-potassium. Ces pompes assurent l'expulsion du sodium hors de la cellule. Ce pompage nécessite de l'énergie fournie sous forme d'ATP. C'est pourquoi la pompe est également appelée ATPase sodium-potassium. Grâce à l'énergie fournie, la pompe transporte toujours exactement 3 ions sodium hors de la cellule à la fois. Dès que les ions sodium ont été expulsés, 2 ions potassium sont pompés dans la cellule. Le processus recommence alors. Examinons maintenant le parcours du sodium, en gardant à l'esprit ce qui a été dit précédemment. Nous savons que le filtrat tubulaire contient de nombreux ions sodium, contrairement aux cellules. Ces ions sodium pénètrent alors dans les cellules via des symporteurs et des antiporteurs.
Par la suite, les ions sodium sont expulsés de la cellule par l'ATPase, ce qui garantit que les concentrations en sodium dans le filtrat et dans les cellules restent différentes. Dans le cas du Synpore, le sodium transporte diverses substances du filtrat vers l'intérieur de la cellule. Ces substances peuvent ensuite quitter la cellule par des mécanismes de transport spécifiques. L'eau est également transportée à travers la cellule à l'aide du sodium, mais selon le principe de l'osmose. En raison de la pompe sodium-potassium, il y a localement plus d'ions sodium derrière la cellule qu'en face de celle-ci. Comme les ions sodium ne peuvent plus refluer, l'équilibre est rétabli par les molécules d'eau. L'eau s'écoule à travers des canaux spécifiques au sein de la cellule ou entre les cellules. Ainsi, de grandes quantités d'eau et de nombreuses autres substances sont réabsorbées dans le sang. De plus, lorsque l'eau circule du tubulo capillaire, elle transporte avec elle de nombreuses autres substances. Ce phénomène est appelé entraînement par le solvant. Outre d'innombrables substances importantes, la totalité du glucose, le sucre, et 70% de l'eau sont réabsorbés par le tubule proximal dans le sang. Intéressons-nous maintenant à un autre élément important du système tubulaire, l'anse de Henle. Décrite au XIXe siècle par l'anatomiste allemand Friedrich Gustav Jakob Henle, elle se compose d'une branche descendante fine, d'une branche ascendante fine et d'une branche ascendante épaisse. L'anse de Henle permet à l'organisme de concentrer l'urine afin que nous ne perdions pas de grandes quantités d'eau lorsque nous urinons. Pour ce faire, elle utilise un principe fascinant et complexe, le système multiplicateur à contre-courant. Illustrons-le par une animation simple. La branche descendante de l'anse de Henle est perméable à l'eau, contrairement à la branche ascendante. Cependant, cette dernière transporte certaines substances, comme le sodium, le potassium et le chlorure, vers l'extérieur. Cela entraîne une augmentation de la concentration en chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de table, dans l'interstitium, tandis que la concentration dans la branche ascendante diminue. La différence de concentration entre la branche descendante et le milieu interstitiel conduit finalement à une égalisation des concentrations lorsque l'eau diffuse à travers les cellules. On constate et on comprend facilement que la branche descendante contient initialement beaucoup d'eau, mais que sa quantité diminue à mesure qu'elle se diffuse dans l'interstitium. Ce processus est appelé osmose. Ce filtrat concentré, pauvre en eau, pénètre ensuite dans la branche ascendante. À partir de là, le chlorure de sodium pénètre dans l'interstitium, ce qui entraîne une diminution de sa concentration dans la branche ascendante. Plus la quantité de chlorure de sodium qui pénètre dans l'interstitium est importante, plus la quantité d'eau qui y pénètre est importante. Et plus la quantité d'eau qui y pénètre est importante, plus la concentration en chlorure de sodium dans la branche ascendante est élevée. Grâce à cet effet d'auto-renforcement et au sens inverse des flux dans les branches de l'anse de Henle, ce processus est appelé multiplication à contre-courant. Cet exemple simplifié ne tient pas compte de nombreux facteurs, notamment le fait que l'eau ne s'accumule pas dans l'interstitium. C'est pourquoi nous allons examiner plus en détail le mécanisme de multiplication à contre-courant. Initialement, la concentration dans l'anse de Henle et dans l'interstitium est identique, à 300 milliosmoles. Dans l'exemple précédent, nous avons vu que le chlorure de sodium passe de la branche ascendante vers l'interstitium. Il continue d'être pompé depuis la branche ascendante épaisse vers l'interstitium jusqu'à ce que la différence atteigne 200 milliosmoles. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, l'eau s'écoule de la branche descendante vers l'interstitium, ce qui diminue sa quantité dans la branche descendante. Cependant, cette eau est immédiatement éliminée de l'interstitium par des vaisseaux sanguins spécialisés, ce qui explique pourquoi l'osmolarité de l'interstitium reste à 400 milliosmoles.
le filtrat continue alors de s'écouler. Dans le même temps, un nouveau filtrat d'une concentration de 300 milliosmoles afflue par le haut. Sa concentration remonte alors à 400 milliosmoles en raison de la perte d'eau. Dans la partie inférieure, la concentration est de 400 milliosmoles, ce qui entraîne une perte de chlorure de sodium, puis, à terme, une perte d'eau par osmose. Le filtrat continue de s'écouler et un nouveau filtrat d'une concentration de 300 milliosmoles arrive à nouveau. L'eau est une fois de plus réabsorbée. Des transferts de substances se produisent également dans les autres segments de l'anse de Henle. Progressivement, un gradient de concentration se crée. Chez l'être humain, ce gradient est porté à 1200 milliosmoles grâce au mécanisme de multiplication à contre-courant décrit. La multiplication à contre-courant est limitée dans les néphrons situés dans le cortex rénal externe. En revanche, les néphrons juxtamédulaires, situés près de la médulla et dotés de longues anses, créent un gradient osmotique important, permettant une réabsorption d'eau substantielle. Ce gradient osmotique se forme dans la médulla rénale, l'osmolarité augmentant progressivement du cortex vers la papille. Ce gradient doit être maintenu pour que la multiplication à contre-courant, et donc la réabsorption d'eau, puisse se poursuivre. C'est pourquoi le rein possède des vaisseaux sanguins spécifiques, les vasa recta. Les vasa recta descendants libèrent de l'eau et absorbent par diffusion du sodium, du chlorure, de l'urée et de faibles quantités de potassium. Le sang s'adapte ainsi à l'osmolarité croissante de la médulla rénale et devient de plus en plus concentré. Les vasa recta ascendants libèrent ensuite ces substances et absorbent à nouveau de l'eau. Ici, les forces de Starling entraînent une absorption d'eau supérieure à celle précédemment libérée par les vasa recta. Ainsi, les vasa recta maintiennent le gradient de concentration dans l'interstitium tout en éliminant simultanément de l'eau. Le principe de fonctionnement des vasa recta est appelé échange à contre-courant. En effet, comme dans l'anse de Henle, ce mécanisme à contre-courant est également observé. Cependant, contrairement à l'anse de Henle, aucune multiplication n'a lieu. Avant que le filtrat ne s'écoule dans le tube collecteur, le tubule contourné distal et le tubule connecteur ajustent finement sa composition et régulent l'équilibre acido-basique de l'organisme. Le tubule distal contient également des cellules spécialisées appelées macula densa. Ces cellules régulent le diamètre de l'artériole afférente, ce qui ajuste le débit de filtration glomérulaire, DFG, au niveau du glomérule. Plus l'artériole afférente se dilate, plus le débit sanguin et donc la pression dans le glomérule sont importants. Cela augmente le débit de filtration glomérulaire, DFG, c'est-à-dire le volume de liquide filtré par le rein par minute. Le tube collecteur est la dernière étape de la formation de l'urine. C'est à ce niveau, en particulier, que se détermine la quantité d'eau éliminée de l'urine. Le gradient de concentration, en particulier dans la médulla interne, est établi non seulement par la multiplication à contre-courant dans l'anse de Henle, mais aussi par le tube collecteur. Lorsque nous buvons peu, c'est-à-dire lorsque notre apport hydrique est faible, la neurohypophyse libère l'hormone ADH. Des informations plus détaillées sur l'hypophyse, l'ADH et d'autres hormones sont disponibles dans l'animation sur le système endocrinien. L'ADH atteint le tube collecteur par la circulation sanguine et y exerce deux effets. Premièrement, elle augmente le nombre de transporteurs qui acheminent l'urée hors du tube collecteur. Deuxièmement, elle accroît la perméabilité des cellules du tube collecteur à l'eau en formant de petits canaux hydriques à l'intérieur de celui-ci.
Dès que l'urée diffuse hors du tube collecteur, un gradient de concentration plus important s'établit dans la médula rénale. Avec les canaux d'eau supplémentaires, cela entraîne un transfert encore plus important d'eau vers l'interstitium par osmose. L'eau est ensuite transportée par les vasa recta et redevient disponible pour l'organisme. Dans la médula interne, le gradient est considérablement augmenté par l'urée et par conséquent à travers le tube collecteur. Une grande partie de l'urée présente dans la médula externe et environ 50% dans la médula interne sont produites par le chlorure de sodium grâce à une multiplication à contre-courant dans l'anse de Henle. L'urée est d'abord filtrée dans le glomérule, puis atteint le tube collecteur en passant par le tubule proximal, l'anse de Henle et le tubule distal. L'hormone ADH induit une augmentation ou une diminution de la sécrétion d'urée, créant ainsi un gradient de concentration plus ou moins élevé. Ce gradient entraîne soit une rétention d'eau plus importante dans l'organisme, soit une élimination accrue d'eau dans l'urine. De cette manière, l'organisme peut conserver l'eau disponible en cas de déficit hydrique et éliminer l'excès d'eau en cas de surplus. Pour établir un gradient de concentration élevé, le recyclage de l'urée est essentiel, au même titre que l'hormone ADH. L'urée libérée par le tube collecteur passe d'abord dans le tissu interstitiel, puis est réabsorbée, notamment dans l'anse de Henle. L'urée réabsorbée retourne ensuite au tube collecteur, où elle est de nouveau libérée. Enfin, le tube collecteur déverse l'urine dans le calice rénal. Celle-ci passe ensuite par l'urtère dans la vessie, puis est finalement éliminée volontairement par l'urètre. Dans la deuxième partie de cette série animée, nous plongerons dans le monde fascinant de l'urtère, de la vessie et de l'urètre.